Et ça, c'est le minimum qu'on puisse en dire. Nous vivons dans un pays où la jeunesse, c'est plus de 70% de la population. Et ces jeunes-là sont souvent assujettis à toutes les décisions qui sont prises. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les décisions qui sont prises au nom des jeunes puissent être prises soit par les jeunes, soit avec une collaboration maximale des jeunes. Et si on n'atteint pas ce seuil-là, c'est notre démocratie qui est en panne, parce que la démocratie, on dit que c'est la dictature de la majorité. Et si la jeunesse, c'est la majorité, et qu'elle ne participe pas comme il se doit au processus de prise de décision, elle ne participe pas comme il se doit au fonctionnement des institutions, elle ne participe pas comme il se doit à l'ensemble du fonctionnement de l'appareil étatique, nous assistons certainement à ce que nous voyons fréquemment, c'est que très généralement, c'est elle qui va se mettre en colère et qui va prendre les rues et empêcher la gouvernance d'être faite et empêcher la stabilité, parce que cette inclusivité n'a pas été au rendez-vous. Vous savez, les jeunes influencent les décisions politiques déjà en s'organisant comme organisation de la société civile, association ou autre, mais aussi en s'organisant en mouvement ou en parti politique. Il y a un fait qui est réel, mais dont on parle peu, c'est que la majeure partie des partis politiques au Mali aujourd'hui ont atteint leur date de péremption. Et depuis 2012, on assiste à une tentative de renouvellement ou de reconstruction de certaines forces politiques qui sont nées des indépendances ou qui sont nées de l'avènement de la démocratie. Ces forces politiques, c'est clairement visible aujourd'hui qu'ils ne répondent plus aux aspirations de la majeure partie de la population. Et c'est clairement visible que leur fonctionnement établi n'est plus à la hauteur. Donc, nous voyons aujourd'hui que ces organisations politiques souffrent d'énormes divisions intérieures, souffrent de dysfonctionnements de grande taille. Donc, c'est le moment pour que de nouveaux idéaux, pour que de nouveaux contrats sociaux puissent être proposés à la population. Donc, il est certainement temps que les jeunes puissent se décider, s'organiser dans ce sens-là pour s'impliquer. Ce n'est pas suffisamment compris. En fait, on a assisté à ce que des jeunes qui sont peut-être ambitieux, qui veulent un certain seuil de vie, s'engagent sur ce terrain-là. Mais réellement, la jeunesse en tant que bloc n'est pas suffisamment investie. Et ça, il faut le changer. Et ce changement, déjà, l'un des moyens, c'est cette discussion que nous avons aujourd'hui. C'est de leur expliquer que c'est eux qui détiennent le pouvoir, parce que c'est cette jeunesse-là qui fait notre pays depuis le départ, qui le fait. Si on a eu le M5 RFP récemment, c'est parce que les jeunes ont accepté de sortir et de venir manifester. C'est parce que les jeunes ont accepté peut-être d'aller protéger la mosquée à Badlavou. C'est eux qui ont toujours été en première ligne. Donc, à un moment donné, il faut que ces jeunes comprennent que peut-être qu'au lieu d'être, je ne sais pas, une force de soutien ou être une force d'appui, qu'elles puissent maintenant retenir le pouvoir et garder le pouvoir dans ses propres mains. Parce que pendant un moment, on suivait les politiques, on suivait ce qu'on aime appeler les vieux, et maintenant, on est fatigué de ça, on vient se rallier aux militaires, on suit les militaires. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ces jeunes, ou que tous les jeunes puissent faire confiance à la jeunesse elle-même. Ceux qui sont vieux aujourd'hui et qui prétendent peut-être nous battre par l'expérience ou par un certain type de savoir, ils n'ont pas commencé à cet âge-là. L'expérience dont ils parlent, ils l'ont gagnée au fil du temps. Et l'expérience même ne repose pas que sur l'âge ou le nombre d'années vécues, c'est le nombre d'événements vécus. Donc, les jeunes doivent se faire confiance, s'organiser autour de cette nécessité de refonder les choses au Mali et pourtant agir pour pouvoir apporter leur voix. Je vous donne un exemple, c'est sociologique.
Vous voyez, à Bamako, il y avait un phénomène très fréquent pour que les enfants puissent s'amuser, les balanis chauds. Et les balanis chauds ont été arrêtés sous pression qui est partie des imams, du Haut Conseil et tout ça. Il y a eu une pression pour arrêter les balanis chauds, pour dire que oui, les jeunes profitent des balanis chauds pour s'adonner à une certaine forme de débauche. La décision paraît très légitime. Ça paraît légitime, ok, il faut arrêter les balanis chauds parce que les jeunes ont un mauvais comportement. Sauf que quand c'était le balani chaud, on voyait que les jeunes avaient un mauvais comportement, les parents pouvaient intervenir, les oncles pouvaient intervenir. Mais maintenant qu'on a dit non, s'il y a un balani chaud devant chez vous, ou si l'électricité vient de chez vous, on ne prend pas en charge les événements chez vous, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que les jeunes vont s'amuser? Tous les jeunes, très jeunes, déjà à 14-15 ans, quand ils veulent écouter de la musique ou danser, ils sont obligés d'aller dans des maquis et dans des boîtes de nuit. Ce qui les a conduits tout droit dans les bras de l'alcool et des stupéfiants. Donc, il y a des décisions qui sont prises, qui vont dans le sens de nous protéger, mais qui n'ont pas forcément les meilleures des conséquences pour les jeunes. Et ça, c'est des réflexions qu'il faut mener. Et pour mener ces réflexions-là, il faut forcément que nous nous impliquons dans le débat et que nous expliquons aux aînés que oui, telle chose n'est peut-être pas appropriée, mais barrer la voie à telle ou telle chose peut avoir telle ou telle conséquence. Et c'est de cela qu'il s'agit, que nous-mêmes nous puissions réfléchir et produire des propositions concernant notre vie. Moi, je me souviens, j'étais à la validation des TDR du DNI. Et moi, j'avais fait une proposition, je les ai dit que toute personne qui a 62 ans ou plus ne doit pas être dans cette salle. Que dans les TDR, qu'on puisse fixer l'âge limite à 60. Mais on était au DNI, bon, à la validation des TDR. Moi, je n'étais pas au DNI lui-même, mais à la validation des TDR, il y avait le président de séance même. Il était tellement vieux qu'il n'arrivait pas à entendre ce qu'on disait. Et on est dans un pays avec plus de 70% de jeunes. Et toutes les décisions sont prises par des gens qui n'ont aucune idée des réalités de cette jeunesse-là. Donc, les gens prennent des décisions pour des gens dont ils ignorent les réalités. Et ça, c'est presque de la folie, politiquement parlant. Et politiquement parlant, ce qui est une autre forme de folie, qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, quand on va dire que non, il faut laisser les anciens par expérience diriger ou autre, ils vont prendre les décisions, les jeunes vont se mettre en colère, et ensuite, les jeunes vont revenir sur toutes ces décisions-là. Et ils reviennent dessus comment? Ils vont revenir dessus par la rue, ils vont revenir dessus en se rebellant, ils vont revenir dessus par plusieurs méthodes qui sont d'ailleurs négatives, parce que la jeunesse aussi, quand elle est sous contrainte, elle est facilement dirigée vers l'extrémisme. Donc la jeunesse va s'extrémiser et agir dans ce sens, ce qui va créer plus d'instabilité au sein de notre pays, et ce qu'il faut arrêter. Les anciens ont compris que nous sommes capables, que les jeunes sont capables d'apporter du changement. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi de bonne guerre. Ils se battent pour maintenir leur contrôle, parce qu'ils ont un contrôle sur bon nombre de choses, ils ont un contrôle sur l'ensemble des mécanismes sociaux, parce qu'ils ont peut-être le monopole des ressources, ils ont de l'argent que les jeunes n'ont pas. Et il faut que les jeunes puissent lever ces fonds-là. Et ils ont des outils politiques que nous n'avons pas. Un réseau peut-être que les jeunes n'ont pas. Donc, l'idée pour eux, c'est de faire en sorte que nous restons, que la jeunesse reste derrière eux. Parce que si la jeunesse accepte de rester derrière eux, ça les réconforte dans leur position. Donc, nous, aujourd'hui, l'idée, elle est claire. Hein. Ce n'est pas de chercher une certaine forme de composons ensemble, mais c'est de donner la voix à du nouveau. Parce que pendant 30 ans, on a eu droit à une démocratie belliqueuse. Elle n'était pas parfaite du tout. Donc, si notre démocratie a été belliqueuse pendant 30 ans et que ces mêmes acteurs veulent continuer ces efforts-là, il est de notre devoir de dire, écoutez, vous avez servi votre nation et il n'y a pas d'ingratitude. Hein. Ils ont servi la nation, ils ont apporté ce qu'ils peuvent apporter. Maintenant, c'est à notre tour. Ces gens, aujourd'hui, ils vont dire, ah non, nous avons de l'expérience, nous savons faire ci, ça. Mais en 91, lorsqu'ils étaient en train de lutter pour la démocratie, ils n'étaient pas aussi âgés qu'aujourd'hui. Donc, peut-être c'est le moment de dire, écoutez, nous vous avons fait confiance, le pays vous a fait confiance. Vous avez occupé les plus hautes fonctions, vous avez pris des décisions, vous avez organisé la société et créé les infrastructures pendant tel nombre d'années. Il est temps de laisser de la place à de nouveaux acteurs.
Et ce culte de, je sais pas, de l'homme, de la personnalité, nous voyons aujourd'hui les impacts dans les partis politiques. Tantôt, un parti perd son leader, ce parti n'arrive plus à tenir debout. Tantôt, un leader de parti est même contraint à l'exil, le parti ne tient plus debout. Les jeunes ont le droit et doivent savoir qu'il est temps de proposer des alternatives à ces partis politiques. Il y a deux choses qui viennent dans ce cas. Première chose, c'est de dire quoi? C'est aux jeunes de savoir. Parce que si, en tant que jeune, tu es dans une organisation dans laquelle tu n'es pas épanoui, dans laquelle ton savoir-faire, ton potentiel, tes talents ne sont pas respectés à leur juste valeur, il faut quitter là. Il faut aller là où l'évolution, là où le respect ou la considération sont présents. Important, c'est très important. Donc que les jeunes refusent de rester dans des organisations qui ne les respectent pas. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée de bureau de jeunes qu'on a mis dans les organisations. Je pense que bureau de jeunes, c'est une folie. Il y a le bureau national qui prend les décisions concernant le parti. Et peut-être pour garder les femmes et les jeunes hors du bureau national, on a dit non, bureau national des femmes, bureau national des jeunes. Soit on est dans le bureau national comme il se doit, soit on est nulle part. Donc, le bureau national des jeunes, au finish, va devenir quoi? C'est une prestance, c'est un garage où il faut mettre les jeunes là-bas, ils vont se débrouiller là-bas. Et c'est aussi un outil qu'on utilise quand il faut mobiliser. Donc, que les jeunes comprennent que ces choses-là sont faites pour, oui, vous leur donner un semblant de pouvoir, mais qu'ils n'ont pas de pouvoir réel, parce que le BNJ face au BPN, on sait qui remporte très vite la chose. Donc, pourquoi mettre les jeunes dans un coin et leur dire ce coin vous appartient, laissez l'autre coin tranquille? Ça, c'est une chose. Seconde, dernière chose, c'est qu'un parti politique, c'est ce qu'on appelle une structure d'opportunité politique. Et dans les structures d'opportunité politique, il doit y avoir un cheminement de plan de carrière. Les jeunes doivent pouvoir s'engager dans la politique auprès d'un parti et que ce parti puisse leur offrir un plan de carrière. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont de tel type de leadership à tel type, que le parti forme ces jeunes-là, que le parti leur donne des opportunités d'engagement politique, que le parti leur permet de faire valoir ce qu'ils savent faire. Mais s'il faut que les jeunes soient dans un parti et que le seul moment où ces jeunes sont vus, c'est quand il faut prendre la rue ou quand il faut mobiliser du monde ou quand il faut faire du plan. Ça n'a pas de sens. Donc c'est aux jeunes aussi de refuser de se mettre dans cette posture-là, de ne pas, peut-être créer leurs propres, parce qu'il y a des jeunes qui l'ont fait, hein, et dans l'histoire récente, hein, qui sont venus, qui ont créé leur propre mouvement et qui ont décidé de rassembler d'autres jeunes autour d'eux et ils ont avancé, ça donne des résultats pour ces jeunes-là. Donc, à un moment donné, il faut juste refuser de se cacher derrière des gens. Vous savez, les gens ne vont pas donner de chance. Il faut cesser de croire que quelqu'un nous donnera la chance. Il n'y a pas de ça. C'est un espace où les choses sont régies par le besoin. Donc, soit on devient ce jeune-là dont ils ont besoin et derrière qui ils vont courir, soit on devient ce jeune-là qui trouve une nouvelle voie et propose de nouvelles formes. Mais le fait de dire qu'ils vont nous donner la chance, à un moment donné, il faut arrêter d'y croire parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, s'ils ne nous ont jamais donné la chance, il faut se créer la chance. C'est absolument ça, que on les empêche de nous instrumentaliser et que l'on crée notre propre voie. Et je pense qu'aujourd'hui, la sphère politique elle-même le climat est tellement favorable pour que les jeunes, de nouveaux leaders émergent, que c'est pas croyable. Et pour les jeunes qui vont nous écouter, qui nous écoutent, lancez-vous. Ne demandez pas de permission. Les Américains ont l'habitude de dire ça, que quand on veut réussir, on ne demande pas de permission. Quand on veut aller de l'avant, on ne demande pas de permission. Et c'est le moment de ne plus demander de permission parce que, voilà, on a suivi des gens. On a suivi des gens et ceux qu'on a suivis, soit ont changé de cap à un moment donné, soit nous ont abandonnés à un certain moment, ou soit se sont eux-mêmes perdus dans ce qu'ils font. Donc, il est temps que ce pays a besoin de renouveau, et ce renouveau-là, c'est à nous de l'apporter.
adapter parce que c'est notre mission générationnelle. Comme Francis Fanon le dit, quoi, chaque génération a une mission à elle de la découvrir, de l'accomplir ou de la trahir. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que les aînés, ils ont servi le pays du mieux qu'ils peuvent, avec les avantages et les désavantages qui en découlent. Oui, on les remercie, mais maintenant, c'est le tout autour d'une nouvelle génération. Et cette génération doit avoir le courage de prendre le débat. Maintenant, le message qui est véhiculé, parce que les anciens, ils ont tellement véhiculé un certain type de message qu'ils ont réduit la confiance de cette jeunesse, qu'ils aiment bien nous dire que non, à leur époque, ceux qui avaient le niveau CEP, ils sont beaucoup plus compétents que ceux qui ont le bac de notre époque. J'ai envie de dire que c'est de véritables bêtises et que personne n'a le droit de croire ça, quoi. S'ils étaient aussi intellectuellement efficaces qu'ils le disent, j'ose croire que ce pays ne serait pas là où il est. J'ose croire que cet intellect qu'ils vantent, s'ils l'avaient vraiment, on vivrait dans un pays différent. Mais si on vit dans cet état-ci, qu'ils ont fait leur partie, c'est à nous de faire notre partie. Et cette histoire de « oh, vous n'êtes pas suffisamment compétent oh, », et surtout, ils aiment bien dire aux jeunes « vous avez le temps ». Oh, tu as le temps, toi tu es encore jeune. Personne n'a le temps n'appartient à personne. Qu'on ne rentre pas dans ces jeux-là, il est temps, le véritable temps tout de suite, c'est que nous prenions les choses en main. Parce que réellement, c'est nous qui souffrons des conséquences à chaque fois. Vous savez, à cette question, hein, on a l'habitude de discuter de cet état de fait. J'ai l'habitude de dire aux gens que l'école doit évoluer. L'école doit évoluer et l'école doit tenir compte de notre histoire à la fois récente, mais de notre histoire passée. Donc, et par conséquent, lorsque l'école forme, ces choses doivent être incluses dans la formation. Mais quelque chose qui est d'autant plus important que il faut aborder, c'est que la forme de l'éducation. Vous savez, il y a plusieurs institutions d'éducation, n'est-ce pas? On parle de la famille, on parle de l'école, on parle de ce qu'on apprend dans la société, qu'on a dans la vie de façon générale. Vous savez que nos institutions de formation se contredisent permanemment et que parce que ces trois institutions se contredisent en permanence, notre pays a formé des individus soit confus, soit des individus incapables de prendre des décisions fermes. Je vous donne un exemple. Quand un enfant commence il atteint 5-6 ans, la première notion qu'il apprend en famille, c'est quoi? C'est la notion, entre guillemets, du respect. Et cette notion du respect inclut quoi? On ne dit pas qu'un aîné a menti. On ne dit pas qu'un aîné a tort. Quand les aînés parlent, qu'est-ce qu'on fait? On exécute. Carrément. Donc, le même jeune, quand il va à l'école, il a en tête que quand un aîné parle, on exécute. Quand les aînés parlent, la réponse est permanemment affirmative. Donc, quand le prof dit « est-ce que vous avez compris ?» il dit oui. Même s'il n'a pas compris. Voici peut-être un tout petit exemple de comment notre structuration sociale, quelque part, l'éducation familiale, quelque part, est en désaccord avec l'éducation académique. Et ce désaccord, on ne le constate pas, mais même des hauts cadres souffrent de cela. C'est pourquoi vous trouverez un Malien qui a un doctorat, il a un PhD, mais il n'est pas capable de mener un certain type de réflexion. Parce que, de nature, l'éducation de base ne va pas dans ce sens. Notre éducation au niveau familial, très généralement, les parents se battent pour créer de très bons exécutants. Des enfants à qui on dit quoi faire. La filière que l'enfant va faire au lycée, c'est les parents qui ont choisi. La filière qu'il va faire à l'université, c'est les parents qui ont choisi. L'école à laquelle il va, c'est les parents qui ont choisi. La femme qu'il a épousée, c'est les parents qui ont choisi. Voici un adulte qui n'a jamais pris une décision importante de sa vie, qui a un master et qui devient cadre de la République. Il n'a jamais pris de décision importante se concernant lui-même. À plus forte raison, un ensemble pour encore dire que ce cadre-là va discuter pour le pays. Voici quelque chose auquel il faut regarder. Et ce n'est pas pour régner nos origines ou pour régner notre forme d'éducation. Nous avons une société extraordinaire quand on la compare à celle des Occidentaux. Moi, j'ai vécu pendant longtemps en Occident. Je ne changerai de culture pour rien au monde.
Mais une chose aussi est sûre, c'est qu'il faut que nous tenions compte des impacts à la fois psychosociaux, psychologiques de tout ce qui se passe. Et si nous n'apportons pas ces réponses-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir un intellectuel, parce que quelqu'un qui est allé à l'école, en tout cas, atteint jusqu'au bac+4, bac+5, un intellectuel, mais qui n'a pas de capacité de prise d'initiative, qui n'a pas de capacité de gestion de temps. Et ça, c'est parce qu'il y a ces contradictions-là. Et ces contradictions deviennent encore plus profondes dans l'éducation parce que on a plusieurs référentiels combinés. Premier référentiel est peut-être religieux, un autre référentiel qui tire ses racines de la colonisation, un autre référentiel qui tire des racines de ce que nos ancêtres ont fait. Donc, les enfants même sont éduqués selon 3 référentiels, selon ce qui arrange les parents. Parfois, les parents vont dire, ah, non, il ne faut pas faire ça parce que l'islam n'accepte pas ci, n'accepte pas ça. Parfois, on va dire, non, il faut pas faire ça parce que la société n'accepte pas ci, n'accepte pas ça. Parfois, non, il faut pas faire ça parce que la science a dit que c'est ceci, c'est cela, cela. Donc, ces 3 référentiels qui souvent se contredisent parce que l'islam a certainement une base arabe, il y a de la culture arabe investie. Donc, nous avons pris partiellement de la culture arabe. Vous pouvez le constater même dans nos noms, dans nos aliments. Moi, je m'appelle Cheikh Oumar Doumbia, c'est arabe. Le nom là est arabe. Cheikh Oumar, c'est arabe. Je ne suis pas arabe. Donc, on a pris une partie de la culture arabe, on a pris une partie des cultures occidentales, et le peu qui nous est resté de notre propre culture, on a voulu en tout cas créer un schéma d'éducation avec ça. Ce n'est pas encore stable et ça n'aide pas les individus à se développer et à performer. Et je pense que quelque chose aussi qui est important à regarder dans cet état de fait, c'est que nous devons mener ces réflexions et apporter ces réponses. Tant que nous n'avons pas ces réponses-là, il ne sert à rien d'envoyer les gens étudier, je sais pas, faire un doctorat à la Sorbonne ou à Harvard. Quand ils vont venir, le fonctionnement intrinsèque que les gens ont et que les gens autour d'eux ont va poser problème. Et c'est ça le problème très généralement. C'est qu'on est peut-être dans cet esprit de compétition qui date de l'école aussi. L'école nous met en compétition. Vous allez regarder les autres pays du monde, beaucoup de gens ont arrêté de même noter les gens de façon chiffrée, à plus forte raison de mettre des rangs dans les salles de classe. Les gens qui doivent travailler ensemble pour pouvoir construire le pays, depuis tout petit, on les met en compétition. Un est premier, l'autre est dernier. À un moment donné, il faut qu'on puisse regarder aussi ces choses-là et les changer. Je pense que parfois, de petits changements, de tout petits changements sur tel ou tel aspect de la société peuvent nous conduire à beaucoup plus de stabilité pour les individus et de stabilité collective. Ça, c'est comme ça que je vois ça. Vous savez, il y en a plein. Hein. Les jeunes ont toujours eu un impact profond et positif dans l'histoire du monde et de l'humanité d'ailleurs. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, pour que les gens comprennent. Mais les jeunes qui arrivent à avoir ce type d'impact, il faut que les facteurs que nous venons de discuter ne soient pas réunis. Parce que je vais prendre le monde dans le profond. J'ai l'habitude de dire aux gens que la répétition que nous forçons sur les jeunes dans la société, c'est ce qui tue l'évolution de notre société. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut faire comme nos pères, nous tuons l'évolution. Si, peut-être, prenons le cas de l'islam, si Mahomet prophétie la trentaine, si Mahomet avait fait comme ses pères, il n'y aurait pas d'islam. N'est-ce pas? Si Soundiata Keïta avait fait comme son père, il n'y aurait pas eu d'empire du Mali. Et c'est ça la jeunesse. La jeunesse, c'est sortir des rangs pour établir une nouvelle direction. Une nouvelle direction qui peut ne pas être la meilleure, parfois elle peut se tromper, mais qui très généralement a réussi à se prouver. Et je viens de vous citer des exemples qui prouvent que ces jeunes-là ont conduit le monde vers des directions différentes. Et il y en a dans l'histoire de tout le monde. Le Mali, quand le président Modibo Keïta, quand il a pris le destin du pays, c'était pas un jeune. Sékou Touré était bien jeune, les Senghor, ils étaient tous des jeunes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, ce facteur de dire qu'il faut attendre d'avoir un certain âge pour faire certaines choses, c'est un leurre. Et l'impact de la jeunesse, elle est incommensurable. On ne peut pas la mesurer et on peut que l'accepter. Donc,
Mais pour que cette jeunesse puisse y aller, c'est de ça qu'il s'agit. C'est sa façon de réfléchir. C'est de libérer son potentiel, c'est de libérer son cerveau, c'est de lui ouvrir, lui donner un champ de vision beaucoup plus large. Et je pense, c'est le travail auquel nous nous sommes attelés pendant les 10 dernières années, par les conférences, par les formations, c'est d'amener réellement le jeune à se rendre compte du pouvoir qu'il détient, de la puissance qu'il a en lui, et de l'exprimer comme il le souhaite, selon le domaine dans lequel il veut le faire, pour pouvoir obtenir le meilleur des résultats. Et je pense que en termes d'impact, c'est extraordinaire. Déjà, je pense que les réseaux sociaux ont énormément servi. Mais comme toute chose, tout début est difficile. Je pense que c'est important de le dire. Le mouvement qui a été lancé par Razbach a porté fruit. Parce que ça a amené beaucoup de gens à s'intéresser à ce qui se passe dans le pays. Et ça a donné de la voix à beaucoup de gens. Peut-être que la méthode n'était pas parfaite, mais elle peut être améliorée. Donc, ça veut dire que nous pouvons faire une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Et que les jeunes doivent avoir suffisamment de conscience pour choisir avec prudence les contenus auxquels ils s'exposent eux-mêmes. Ils doivent choisir qui écouter, quoi écouter, et surtout, ils doivent être en mesure de faire attention à quoi partager. Parce que la mauvaise information, la désinformation même, est en train de gangréner notre société en profondeur. Nous avons de nombreuses personnes qui, en tout cas, s'improvisent experts de tel ou tel domaine et donnent des avis qui vont parfois à la limite de la comédie. Donc, c'est important de comprendre que certains en ont fait un gagne-pain et que leur objectif n'est pas réellement d'informer ou de sensibiliser ou encore plus de conscientiser les jeunes, mais que leur objectif est de faire en sorte que ceux qui fournissent les moyens pour qu'ils puissent subsister puissent être bien vus. Donc il faut faire la part des choses entre quelqu'un qui est dans un travail visant à faire la promotion d'une personne ou des idéaux d'une personne et quelqu'un qui est dans un travail qui vise réellement à servir le pays, à servir la cause commune. Et je pense qu'une fois que nous commençons à dissocier ces états de fait, nous pourrons peut-être utiliser les réseaux sociaux pour forger plus d'implication. Parce que ces dernières années, les réseaux sociaux ont été utilisés pour forger du dégoût, pour dénigrer la politique, dénigrer les acteurs politiques, dénigrer ceux qui s'impliquent dans la vie sociale, ce qui crée beaucoup plus de peur que de motivation. Et nous devons maintenant, il est temps de changer cette donne-là, qu'il y ait beaucoup plus de travail pour motiver, pour orienter, pour informer et pour faciliter réellement l'implication des jeunes dans les prises de décision. Je pense qu'il faut, pour faire de la politique, il faut avoir une bonne base juridique, n'est-ce pas? Un bon politique, c'est quelqu'un qui apprend les lois, qui apprend à les connaître, à les comprendre et aussi à les utiliser. Aujourd'hui, grâce à Internet, nous pouvons tous apprendre tout ce que nous voulons. Il y a des gens qui font des vidéos des lois en bambara pour les expliquer. Il y a des applications, il y a une application qui est produite par, je pense, Twindy, qui s'appelle Mon Élu, par exemple, qui fait un boulot extraordinaire dans le sens de maintenir les gens informés sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si réellement notre objectif est de faire de la politique, et pour faire face aux différences, il faut seulement s'inspirer de la Constitution malienne elle-même. En tout cas, celle qui est en vigueur tout de suite. Et celle qui est en vigueur tout de suite, elle dit quoi? Dans son second article, simplement, elle dit qu'il ne peut y avoir de distinction entre Maliens basée sur le genre, le sexe, la religion, l'ethnicité. Donc, entre Maliens, il ne peut y avoir de distinction. Les distinctions entre Maliens sont anticonstitutionnelles, simplement, parce que la Constitution s'y oppose. Donc, interdit formellement. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit pour un acteur politique d'être dans le respect de la loi. Et le respect de ces principes-là vont réellement nous permettre de bâtir une société beaucoup plus stable. Nous sommes dans le Mali et le Mali est bâti sous ce que je peux appeler les résidus de différents empires.
l'Empire du Mali, l'Empire Songo et aussi des nombreux royaumes, le royaume Bambara, le royaume Peul et autres. Donc, nous ne pouvons en aucun cas prétendre à, je ne sais pas, une forme d'uniformité de la pensée ou de la façon de voir, de la façon de vivre. Mais nous pouvons en tout cas espérer atteindre une stabilité. Nous pouvons travailler à définir le malien, parce que cette définition, nous ne l'avons pas jusqu'à présent. Quand on dit on est malien, mais qu'est-ce que ça veut dire être malien? Et je pense que être malien commence par l'acceptation de la diversité, commence par l'acceptation des différences, parce que, comme on le dit, un peuple, un but, une foi. Et cette devise a en profondeur touché au fait que, malgré nos différences, qu'elles soient religieuses ou culturelles, nous devons être un ensemble et converger vers le but ultime qui est le bien-être du Mali. Donc, je pense que à ce niveau, il y a quelque chose d'important à voir, parce que si aujourd'hui nous ne réussissons pas à nous mettre au-dessus de la division, même quand nous ne sommes pas d'accord, nous ne réussirons jamais à construire notre pays. Et c'est visible aujourd'hui que la division gangrène la société dans tous les sens et que les gens n'ont pas encore compris que nous ne pouvons ne pas être d'accord et nous pouvons être ensemble. Donc, il faut véhiculer ce message-là. Il faut que les gens sachent que nous pouvons ne pas être d'accord et que nous pouvons être ensemble et que nous avons toujours été ensemble sans être réellement uniformes. IFORCHN Mali tend vers 10 années d'existence et je pense que en 10 ans, on a connu des hauts, on a connu des bas. Je pense que c'est un cadre, en tout cas, dans son origine, qui vise à former les jeunes, à créer des opportunités de formation et qui vise à leur apporter une préparation nécessaire pour pouvoir maximiser leur contribution dans la vie de la nation. Et je pense que dans un cadre de formation, nous faisons souvent des erreurs. Ça peut être moi, ça peut être n'importe lequel des membres. Et je pense que ces erreurs-là aussi, travailler à les corriger, c'est ce qui nous renforce. Et personnellement, je suis satisfait de ce que nous avons effectué jusque-là. Absolument, absolument. Nous tenons déjà depuis 5 ans l'Académie malienne de leadership et d'innovation. Nous avons apporté le Malimoun qui veut dire Mali Model United Nation, et ce qui vise principalement à préparer des jeunes pour faire face aux défis diplomatiques. Aujourd'hui, la diplomatie est sur toutes les lèvres. Et je peux vous dire que nous sommes la seule organisation qui a un programme de formation qui prépare les jeunes pour comprendre le fonctionnement des Nations Unies, comprendre les procédures. Là-bas, les jeunes, ils apprennent à écrire une résolution, à lire une résolution, comment voter une résolution, comment convaincre un autre État de soutenir une résolution. Des programmes comme ça, on a compris depuis fort longtemps que c'est ce dont notre pays a besoin, que notre pays a besoin que sa jeunesse puisse être apte réellement à apporter sa contribution. Comme j'ai parlé de l'Académie malienne de leadership, l'Académie malienne de leadership, c'est une académie qui se tient depuis 5 ans et qui, sur 8 jours, reçoit environ une trentaine d'orateurs qui vont venir exposer sur toutes les thématiques clés à la vie de la nation. Nous avons des projets communautaires qui sont portés par les jeunes. Pour adhérer à IFORCHN Mali, il y a un formulaire d'adhésion. La personne remplit le formulaire d'adhésion. Donc, nous recevons la réponse du formulaire. Et à partir de cette réponse-là, nous prenons attache avec la personne. Il y a un processus d'adhésion qui est accompli. Parce que avant d'atteindre, en tout cas, l'intérieur de l'organisation, nous faisons le nécessaire que la personne connaisse le règlement intérieur, connaisse les principes et les valeurs de l'organisation. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mon dernier mot, c'est d'inviter les jeunes à beaucoup plus d'audace, à beaucoup plus d'engagement sur le plan à la fois de la société civile, mais aussi de la politique. C'est aussi vous remercier Modèle TV, remercier aussi Azalaï de nous avoir permis de tenir notre interview ici et garder espoir, parce que aujourd'hui, je sais que les gens sont divisés sur beaucoup de questions et que ça nous conduit à peut-être souffrir d'un certain type de pessimisme, mais qu'il faut savoir que, comme on a l'habitude de le dire, le Mali tangue,
ne chavirera jamais. Et je pense que nous allons tout donner, tout faire pour que ce pays puisse rester debout et que ce pays puisse être aussi grand que nos ancêtres l'ont voulu et que nous-mêmes nous le voulons. Donc que chacun puisse garder espoir et que chacun s'adonne aux efforts de construction. Que nous puissions construire un Mali qui, à la fois, nous ressemble et qui nous inspire.